Adrien Pouliot. Monsieur Martin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bon, il commence à faire un peu plus chaud, Adrien. Là. On va s'en sortir, finalement. Un petit peu. On a hâte, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Hey, aujourd'hui, lettre intéressante dans différents quotidiens du ministre fédéral Denis Lebel. Il dit récemment, notre gouvernement conservateur a informé les provinces des paiements de péréquation pour l'année 2014-2015. On parle évidemment d'une formule complexe, là, mais ce qu'on apprend, c'est que le Québec va recevoir 9,3 milliards de dollars, soit 55% de toute l'enveloppe canadienne qui est destinée pour ça, alors qu'on est seulement, 23% de la population? Exactement. T'as dû faire le saut comme moi, en tout cas. C'est l'enfer. C'est gênant, en fait. Non, c'est gênant. Et le ministre Lebel cite un peu plus loin, dans sa lettre vers la fin, un document ou un portrait qui a été dressé des finances publiques du Québec par l'Institut de la statistique du Québec. Alors ça, là, les péquistes vont dire ça doit être bon, ça doit être vrai, là, parce que c'est l'Institut de la statistique, c'est pas Statistique Canada. Ben oui, c'est vrai. Et alors, je suis allé voir ça ce matin pour voir de quoi ça a l'air. Et là, c'est déprimant. Ça, c'est un document qui donne un peu, si tu veux, le bilan financier du gouvernement fédéral au Québec. OK. Donc, combien d'argent est-ce que les Québécois donnent au gouvernement fédéral en impôts, taxes, tout ça? Oui. Puis combien est-ce que le gouvernement fédéral dépense au Québec? C'est ça. Alors, le net, là, ça nous dit si on dépend ou non du reste du Canada. Puis, je vais te dire que quand j'ai fait du porte-à-porte là, pour les élections partielles à Outremont, entre autres récemment, là, aux élections du mois de novembre dernier, les gens qui me disaient de toute façon, si on se sépare, on va être gagnant parce que non, mais il y en a qui disent ça. Je te jure, là. Puis dans Outremont, en plus. Ouais, mais des gens instruits, là, des gens bien, là. Puis pas rien qu'une personne, je te jure, là, Martin, 2, 3 personnes. Puis là, t'as beau leur dire, oui, mais non, c'est pas ça. On reçoit bien plus du fédéral. Tu sais, quand t'as pas les chiffres, ça, c'est difficile à argumenter. Qui a réussi à faire croire ça au monde. Oui, exactement. Alors, donc, là, j'ai les chiffres. Et donc, de 2007 à 2012, ce qu'on voit, c'est que les recettes, donc les impôts directs en provenance des particuliers, des compagnies, les cotisations au régime de l'assurance sociale, toutes ces affaires-là, tout ça, là, ces revenus-là, depuis 5 ans, ça n'a pratiquement pas augmenté. C'était 47 milliards en 2007. 43 milliards en 2007. 44 milliards en 2012, donc c'est à peu près zéro. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir les dépenses. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral nous envoie? C'est ça. Et là, je suis tombé en bas de ma chaise, une augmentation de 21% en 5 ans. Wow. On est passé de 50 milliards à 60 milliards. Des augmentations de, par exemple, toutes les dépenses qui font, mettons par exemple, les fonctionnaires qui sont ici, la GRC, tous les services qu'ils offrent, ça a augmenté de 32%, excuse. Les transferts aux particuliers, donc les subventions aux particuliers, l'assurance chômage, tout ce qui est payé aux particuliers, ça a augmenté de 21%. Les subventions et les transferts aux entreprises, ça a augmenté de 29%. Et ce qui est payé par le gouvernement fédéral au gouvernement provincial, donc à l'administration provinciale, a augmenté de 29%. Mon Dieu. Et il y a aussi des augmentations aux administrations locales, donc les municipalités, tout ça. Alors, tout ça pour dire que, là, je vais te donner le net, OK? La différence entre ce qu'on reçoit, ce qu'on donne. C'est ça. Alors, en 2007, on était dans le trou de 7 milliards. On recevait 7 milliards de plus qu'on donnait au fédéral. Ça. En 2008, 12. Bon. 12 milliards. En 2009, 15. Bon. En 2010, 19. OK. Bon, là, on est dans la récession, tu sais. Alors, l'année suivante, un peu moins 18. Puis en 2012, un peu moins 16. Donc 16 milliards. Et ça, c'est les statistiques qui viennent de l'Institut de la statistique du Québec, pas du Canada. Là. Non, c'est ça. Là. Alors là, tu parles d'à peu près là 15, mettons, 30, 50, 75, quasiment 85 milliards si on de se sépare, là, on n'aura plus cet argent-là. Mais non. On n'aura plus la péréquation non plus de 9. Fait, finalement, on va être à peu près 25 milliards. C'est-à-dire qu'on va, si on se sépare, on garde les recettes. Oui, mais je veux dire... On garde les recettes, mais il faut qu'on ait les dépenses. Mais c'est ça. Alors, étant donné qu'ils sont dans le trou, d'autres sont dans le trou, là. Alors, ça... Mais c'est rien que pour t'illustrer, tu as mis le doigt dessus, Martin, c'est que
il y a une espèce de légende urbaine colportée par les péquistes qui dit que... le fédéral nous coûte de l'argent, alors c'est le contraire, c'est nous autres qui coûtent de l'argent au fédéral. Oui, puis moi, écoute, il y a même une madame là, dans mon porte-à-porte qui disait, oui, mais M. Parizeau, là, c'est un monsieur intelligent, puis il a étudié en Angleterre, puis il a été ministre des Finances. Il doit le savoir, lui, combien est-ce qu'on reçoit d'argent, puis combien est-ce qu'on en donne. Son cerveau est affecté par un but. Oui, exactement. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir les chiffres puis de se rappeler que ces chiffres-là viennent de statistique, l'Institut de la statistique du Québec, donc ils sont pas biaisés. Mais là, c'est pas grave, mon Adrien, on a tellement d'argent, comme tu viens de le démontrer, qu'on s'en va dans un plan d'électrification des transports. Ça va coûter combien, ça? Ouais, écoute, c'est pas une grosse nouvelle, là. Je suis tombé là-dessus un peu en revisant... la stratégie de priorité d'emploi. Tu sais, tu te rappelles, Mme Marois était sortie là, il y a 2, 3, 4 mois avec des annonces de priorité d'emploi. Puis là-dedans, il y avait la stratégie d'électrification des transports pour les 4 années de 2013 à 2017. Et évidemment, des gros chiffres. Hein, on parle au total pour ces 4 années-là de 516 millions. Et là, il y a un découpage un peu à quoi ça va servir. Ça va servir à faire rapidement une plus grande place au transport électrique, à tirer parti du savoir-faire électrique du Québec, à bâtir l'avenir autour d'une filière industrielle, puis à faire de l'État québécois un modèle. T'sais. Alors, je suis allé voir rien que, mettons, la première, moi, ce qui m'intéressait le plus, là, c'est faire rapidement une plus grande place au transport électrique. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est des mots, c'est des mots. Alors, d'abord, on va mettre de l'argent. Il y avait déjà un programme, si tu te rappelles, là, pour donner des subventions à ceux qui achetaient des voitures électriques. Oui, 8 000 8 000 Et ça devait se terminer, ça devait être réduit à 4 000 en janvier 2014, puis ça devait finir en 2015. Alors là, le gouvernement prolonge ce programme-là de 3 ans. Donc, le 8 000 $, va continuer jusqu'au 31 décembre 2016. Et alors ça, 81 millions que ça va coûter. Bon. Ce qu'il dit, c'est qu'il pense que ce 8 000 $-là, au cours des 3 prochaines années, va permettre l'arrivée d'environ 10 200 véhicules électriques sur les routes du Québec. 5 fois plus que le nombre actuel. Le problème, c'est que tu peux faire à peu près 100 km avec une voiture électrique. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas pratique, c'est pas pour tout le monde. C'est pas prêt encore. Puis de plus en plus, il y a des gens, on parle souvent avec Marc Bouchard, notre expert de l'automobile, qui dit l'avenir est pas là. Tout le monde le sait, l'avenir, c'est dans les voitures hydrogène. Ouais, c'est ça. Puis les pays là, qui se lancent vers ça de plus en plus, les voitures hydrogène, pas électriques. L'électrique, c'est comme déjà passé date, on peut dire. Mais les fonctionnaires, ils sont pas bons pour choisir les gagnants puis les perdants. C'est pas eux autres à choisir. Mais les élus pourraient peut-être les diriger un peu plus, peut-être, là, mais en tout cas. Là, ça va prendre des bornes. Alors là, évidemment, c'est l'orgie des bornes. Alors, leur idée, là, c'est qu'il y aurait plus de bornes électriques qu'il y a de garages à essence présentement au Québec. Ah oui, c'est ça. Alors là, ils vont donner un 5 millions pour que les gens puissent, à domicile, avoir des bornes de recharge. Alors, tu peux, par exemple, convertir ou installer ta borne de recharge de 240 volts, une aide financière de maximum de 1 000 $ par borne. Ensuite, il va avoir, puis ça, je pense que c'est nouveau, il va avoir une réduction ou une subvention pour acheter des véhicules hybrides. OK. Ça, il n'y avait pas ça avant. Alors ça, c'est nouveau. Un rabais de 500 $, mais un maximum de 15 000 véhicules. Alors ça, c'est un autre 7,5 millions. 500 $, là, c'est pas ça qu'il va faire. Ben non. Parce que, écoute, ces voitures-là sont 6-7 000 plus chères qu'une voiture ordinaire. Ouais, c'est ça. Ça ne changera rien, mais ça fait bien pour... Ça paraît bien. Oui, puis pour les environnementalistes, tout ça. Et on va aussi mettre plus d'argent pour les véhicules à basse vitesse. Là, je me dis, c'est quoi ça? La basse vitesse? C'est quoi ça? Ben, c'est les cartes de golf, là, puis ces affaires-là. Ben oui, donc. Ben, je te jure, là. Ah oui, on va subventionner les VTT électriques, puis les cartes de golf, là, puis transformer les cartes de golf à gaz en cartes à golf électriques, puis tout ça. Alors, donc, un autre, là, il y a, je sais pas combien de millions là-dedans. Alors, ça n'arrête pas. De l'aide financière pour les taxis, là, de l'aide financière. 20 000 $ qu'ils vont donner à l'achat d'un taxi tout électrique. Pour les premiers 50 véhicules, 12 000 pour les 275 suivants. Puis là, évidemment, les taxis, ils ont besoin de bornes de recharge. Donc, puis là, les employeurs ont besoin de bornes de recharge. On va financer ça aussi. Ça paraît bien. Bon, on va les promener un peu partout pour dire que nous autres, on est très électriques. On fait ci puis ça pour la terre. Regarde, puis un premier projet pilote
on va mettre des bornes de recharge sur l'autoroute 40. Ouais. Ouais, alors là, tu es sur la 40, tu manques de jus, tu te parques là, puis là, ça prend 3 heures. 5-6 heures à recharger une voiture. C'est ça. Tu sais, c'était 1 heure, tu dis, bon, on va prendre mon lunch en même temps, mais non, il faut que tu couches, là. Mais c'est tout des rêves de politiciens, là, tu sais, là, pour péter la galerie, pour avoir l'air vert. Puis c'est un peu ce genre de rêve-là que donné les éoliennes, là, qui nous font perdre 800 millions par année. C'est ça. Puis il n'y a personne qui ose comme soulever le fait que ça n'a pas de bon sens, parce que le lobby des environnementalistes est tellement fort que il n'y a pas un politicien qui ose lever la parole contre ça, là. T'as-tu écouté Obama l'autre soir, son speech? Écoute, j'ai écouté un petit bout. Excellent discours. Mon Dieu, qui parle bien. Tu sais, j'admire ça. Évidemment, ils ont des télésouffleurs, là, mais quand même, tu sais, c'était intéressant. Puis le lendemain, Obama est allé... en fait, la grosse mesure, là, c'est l'augmentation du salaire minimum. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est faire augmenter le salaire minimum. Il peut pas vraiment passer une loi pour faire augmenter le salaire minimum de tout le monde, mais il est pas fou, là. Il a décidé d'augmenter le salaire minimum de tous ses employés. De l'État, là. Oui, c'est ça. Tous les employés de l'État, il y en a quasiment comme 2 millions. Alors, le salaire minimum de ces gens-là va passer de 7,25 à 10,10 Qui va mettre de la pression sur les entreprises privées. Ben oui, c'est ça. Ben, sinon, ils vont perdre leurs employés. Ben oui, c'est qui va aller travailler chez McDo quand tu peux aller travailler comme, je sais pas moi, c'est n'importe où au gouvernement fédéral. Mais là, je me disais, y a-tu un politicien qui va oser dire que c'est mauvais d'avoir un salaire minimum? Ben, c'est c'est pas évident, moi, dire. Et pourtant, quand on regarde les économistes, là, je te dirais que la grande majorité des économistes, puis c'est un sujet qui a été étudié. Là, la grande majorité des économistes disent que il n'y a rien de pire. En fait, les démocrates, les gauchistes qui ont le cœur sur la main, puis qui veulent s'occuper des pauvres, puis les gens qui sont pas riches, puis qui veulent éliminer la pauvreté et qui proposent un salaire minimum, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent du chômage de ces gens-là. Parce que les employeurs n'ont pas assez d'argent pour en avoir autant d'employés, fait qu'ils coupent le nombre d'employés. C'est comme n'importe quoi. Quand quelque chose coûte plus cher, là, tu vas en acheter moins, tu sais. Ouais. À moins que ça vaille plus cher. Si quelqu'un coûte plus cher parce qu'il vaut plus cher, puis là, ce que je veux dire, c'est que s'il produit plus, ben là, c'est correct, tu peux le payer plus cher. Mais quelqu'un qui produit toujours la même affaire, tu peux pas augmenter son salaire de 30% comme M. Obama va faire. Mais d'un jour, c'est le gouvernement, ça change. C'est moins payé. C'est pas grave, c'est nous autres qui va payer. Mais un employeur, tu sais, c'est un contrat, hein, finalement. Un contrat d'emploi, c'est comme n'importe quel contrat. C'est un contrat entre quelqu'un qui veut offrir son travail, son intelligence, ses compétences, et quelqu'un qui veut acheter ce bien-là pour s'en servir, pour, mettons, dans son usine. Puis les deux font une évaluation de ce que ça vaut. Moi, je pense que mon travail vaut tant, puis l'autre gars qui veut acheter, ben c'est comme n'importe quoi, tu achètes un auto, puis tu fais la même affaire. Mais si tu forces les gens à payer un prix minimum, par exemple, pour une voiture, si on disait, ben là, les pauvres compagnies japonaises, ils font pitié, ou les Chinois font pitié, puis on va mettre un prix minimum de 20 000 $ pour les autos les moins chères, ben... on va en acheter moins, hein? Mais oui, c'est on va t'offrir la nôtre plus longtemps, on va faire partage ça. Alors, c'est vraiment... ça rend la porte d'entrée du travail, ça la rend plus haute. Parce que ça affecte surtout des jeunes qui travaillent à temps partiel, qui sont souvent en cause d'études, puis qui habitent chez leurs parents. Puis en passant, on pense toujours que les gens qui sont au salaire minimum sont les plus pauvres. Mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, parce que, étant que ce sont les étudiants en grande partie qui sont au salaire minimum, et que la plupart du temps, ces étudiants-là vivent chez leurs parents. Oui, fait qu'ils sont pas... C'est pas vrai du tout que, en fait, près des 2/3 des travailleurs au salaire minimum sont âgés de moins de 25 ans. Et puis, à peu près 2/3 vivent avec leurs parents ou d'autres membres de leur famille. Alors, ils sont pas vraiment... Non, c'est énorme. Mais non, écoute, c'est ça, je le vois, moi, avec un de mes gars. Il est pas dans la misère, puis il a son cellulaire, puis il a son ordi, puis il a sa voiture, puis il a le reste, là. C'est ça. Alors, ou ben non, t'engages moins de monde, ou ben non, si t'es obligé de garder la personne, ben ça va te coûter plus cher. Donc, tu vas passer l'augmentation du coût là, comme employeur dans le produit. Donc, ton produit, ton service va augmenter. Puis là, ben, t'as de l'inflation, donc tout le monde en souffre. Et qui souffre le plus de l'inflation, c'est les gens qui sont les plus pauvres parce que, tu sais, ils ont déjà de la misère à rejoindre les deux bouts. Alors, c'est politiquement
impossible de dire que tu es contre le salaire minimum, mais pourtant, ceux qui sont contre le salaire minimum sont le plus les gens qui veulent aider les pauvres. C'est pas toujours la meilleure chose à faire. Dis-moi, tu as sûrement regardé un peu, du moins, les reportages sur la commission Charbonneau, le Fonds des travailleurs, puis tout ça. Mon Dieu, on pourrait-tu mettre la clé là-dedans, d'après toi? Écoute, je t'annonce en première, on va en parler au Parti conservateur du Québec demain. On a fait le calcul de combien ça a coûté les fonds de travailleurs. Parce que tu sais que le Fonds de solidarité de la FTQ existe depuis 30 ans. Ils fêtent leur 30e anniversaire cette année. Le Fonds d'action puis Capital Desjardins sont plus jeunes. Mais on a retourné dans les rapports annuels depuis le début. Okay. On a calculé, combien est-ce qu'ils ont vendu de parts? Oui. Et donc, combien est-ce que ça a coûté le crédit d'impôt? Oui, OK. Es-tu bien assis, là? Là, tu parles juste au Québec, le crédit d'impôt du Québec et du fédéral. Les deux. OK. Les deux, parce que c'est des contribuables qui payent. 30 ans, là, sur 30 ans. 30 ans pour le Fonds de solidarité, plus le Fonds d'action, ça fait 10-15 ans, puis Desjardins. Au total, 4,8 milliards. En crédit d'impôt. En crédit d'impôt. Wow. 4,8 milliards. Puis là, ça augmente d'à peu près 375 millions par année. Ouais. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais écoute, les investisseurs, eux autres sont contents, tu sais. C'est comme si tu donnais une subvention à quelqu'un. C'est un peu comme les autos qu'on parlait tantôt. Tu as une subvention pour acheter une auto électrique. Oui, mais cet argent-là, il n'a pas poussé dans les arbres, là. Il y a quelqu'un qui l'a payé, cette subvention-là. C'est toi, c'est moi. C'est sûr. Alors donc, il y a tout simplement un transfert d'argent entre le gars qui investit pas dans le Fonds de solidarité puis le gars qui investit dans le Fonds de solidarité. Donc, c'est neutre, là, quand, tu sais, je veux dire, t'as rien que transférer de l'argent. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a créé de la richesse? Est-ce qu'on a créé des jobs? Parce que, tu sais, j'entendais Michel Arsenault, la commission... c'est la meilleure chose qui a jamais existé. Ah non, il a dit un success story, le Fonds de solidarité, 500 000 jobs. Mais c'est pas vrai, ça, parce que, encore une fois, l'argent et les jobs sont déplacés. Le 5 milliards qu'on n'a pas pu dépenser, nous autres, comme contribuables, si on l'avait gardé dans nos poches, on l'aurait dépensé, on l'aurait investi, on l'aurait épargné, puis ça aurait créé des jobs, ça aurait encouragé les entreprises. Puis alors, on l'a pas. Donc, il n'y a pas vraiment de net de ce côté-là, sauf que la grosse différence, c'est que les fonds de travailleurs, là, le rendement est nul. C'est épouvantable, là. Le Fonds de solidarité, depuis sa création, c'est 3,7 % par année. Depuis les dernières 10 ans, c'est 3,3 %. Oui. Si tu avais investi ça, là, c'est difficile. On a fait un modèle, mettons qu'on était capable de répliquer un peu un portefeuille qui ressemble à celui du Fonds de solidarité. Ouais. Puis il faut se rappeler que le Fonds de solidarité, là, ça investit 15 % de ton argent dans des petites entreprises. Oui, c'est ça. Parce que ça investit dans des actions comme Google, Domtar, AT&T, Hewlett-Packard, Air Transat, Tim Hortons ou dans des obligations d'épargne du Canada, tout ça. Alors, on a refait un portefeuille comme ça, puis un portefeuille... Et dans Simard-Baudry. Oui, c'est ça, dans la construction Louis-Beau et dans le club de hockey Les Canadiens. Ah oui, OK, oui. Et dans de l'immobilier un peu partout au Canada, des condos à Calgary, des centres d'achat, les affaires de Tony Accurso, là, ça a l'air que peut-être même on investit dans le bateau. Même dans le bateau. Ça. Alors, on a fait une espèce de portefeuille comme ça, puis on s'est dit, OK, ça aurait rapporté combien depuis les 10 dernières années? Alors, on se rappelle le Fonds de solidarité 3,3. Un fonds équilibré comme ça aurait probablement généré un rendement d'à peu près, mettons, 7,7 ou 8 %. OK. Là, tu vas me dire, bon, OK, tu sais, c'est pas... 3,3, 7,5, ça n'a pas l'air gros, mais attends un peu, là. Ça paraît sur le montant. Ça paraît, là. Un actionnaire qui aurait passé 1000 $ auprès du Fonds de solidarité il y a 10 ans aurait fait 716 $ de plus s'il avait investi ça dans mon petit fonds équilibré qu'au Fonds de solidarité. Alors, si son investissement dans les actions du fonds vaudrait, 10 ans après, 1383 $, alors que s'il avait investi dans un fonds équilibré, ça vaudrait à peu près 2100 $. Méchante différence, ça. Méchante différence, mais ça sur 5 milliards. Ça paraît, tu sais, le Fonds de solidarité, il gère 10 milliards. Alors, on s'est appauvri. On a créé de la pauvreté. Et c'est vraiment honteux. Bon, tu sais, les coûts de fonctionnement de cette affaire-là, ça coûte cher, ces fonds-là. Le Fonds de solidarité, ça coûte 130 millions à administrer, là, puis 3/4 de l'argent qu'ils ont, là, s'ils achètent des actions ou des obligations du Canada, ils mettent ça dans un tiroir pendant 10 ans, là. C'est pas fort. Et en plus,
ce sont les syndicats qui élisent les administrateurs des fonds. C'est pas les actionnaires. Ouais. Les actionnaires, c'est les syndicats. Les actionnaires, ils ont 2 administrateurs sur 17. Tu as 15 administrateurs sur 17 qui sont nommés par les syndicats, qui n'ont pas investi un sou, Martin. Non. Pas un sou. C'est les autres qui gèrent. Ils gèrent, mais ils investissent pas dedans. Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Je comprends que le PLQ puis le PQ, on les met attachés par les syndicats, mais en tout cas, moi, tu peux être sûr que si on était au pouvoir, on se mettrait le nez là-dedans. Je suis pas contre les syndicats, mais c'est une gimmick, cette affaire-là, qui appauvrit collectivement le Québec. Ah oui, puis en partant, ça oblige le monde. Ils sont obligés d'embarquer là-dedans. Ah oui, une fois que tu es dans une entreprise... C'est épouvantable. C'est épouvantable quand tu travailles dans la construction. Good, ben merci beaucoup, Adrien, d'être venu, puis probablement qu'on se parle la semaine prochaine. Salut! Bon, ben